Bonsoir, nous sommes le vendredi 24 juin, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Voici les principaux titres que nous allons aborder. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy en campagne dans le département. François Fillon entend remonter dans les sondages. Il fait intervenir ses principaux soutiens des Yvelines, à commencer par Gérard Larcher, le président du Sénat qui était présent. L'Open de France se déroule du 30 juin au 3 juillet au Golfe National à Saint-Quentin en Yvelines. L'heure des derniers préparatifs avant de recevoir un plateau exceptionnel à l'occasion de la 100e édition. Et comme chaque vendredi, le zapping de l'information locale. Que faut-il retenir de cette semaine entre la probable hausse du pass Navigo en Ile-de-France, la fin des épreuves du baccalauréat ou encore l'ouverture des soldes? On débute ce journal par le Brexit. Les Anglais ont dit non à l'Europe, un non franc à près de 52%. Les réactions se multiplient au niveau national, international. Je vous propose d'écouter Pierre Lequillet, député Les Républicains des Yvelines. Il est aussi conseiller régional et président de l'association Île-de-France-Europe. Pierre Lequillet est l'ancien président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Il a également participé à l'élaboration du traité de Lisbonne. Écoutez-le. Je suis révolté parce que François Hollande a été complètement inactif pendant 4 ans sur les questions européennes. Et il propose tout d'un seul coup d'aller rencontrer Mme Merkel pour parler de l'approfondissement de la zone euro. C'est il y a longtemps qu'il aurait dû le faire. Il aurait dû aussi faire en sorte qu'on contrôle beaucoup mieux les décisions de l'Europe et on s'attache non pas aux détails, mais à des propositions de politique importantes qui intéressent notre développement. La boîte de Pandore a été ouverte et qu'on peut craindre une vague un repli sur soi des pays européens et même l'effet domino de sortie d'autres pays de l'Union européenne. J'espère que non, mais ça prouve que c'est vraiment une déflagration, c'est vraiment un traumatisme qui va au-delà de la sortie de la Grande-Bretagne. Nous risquons d'avoir une situation financière et économique grave dans les jours qui viennent. Et donc, c'est effectivement historique. Je vous propose toujours sur ce sujet d'écouter à présent la réaction d'un couple anglais installé dans les Yvelines. Vous les avez découverts hier dans ce journal. Ils espéraient que leur pays pourrait rester dans l'Europe. Un peu déçu, mais ouais, on va voir ce que ça signifie pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je pense que c'est pas la bonne décision, mais c'est ce que le public britannique a voulu. Et voilà, c'est la démocratie. Je suis vraiment déçue. C'est pas le résultat que moi j'ai souhaité. Bon, maintenant, il y a une période d'incertitude pour nous et pour les autres gens qui habitent en Grande-Bretagne, qui ne savent pas s'il faut sortir ou pas. Et nous reviendrons sur les incidences du Brexit, les conséquences économiques, notamment sur les entreprises de notre secteur du département des Yvelines, avec d'autres réactions politiques. Ce sera à suivre au cours de nos prochaines éditions. Nous poursuivons pour l'instant avec un tout autre sujet. Cette nouvelle campagne de communication du département des Yvelines, le lancement a eu lieu cette semaine. Un film institutionnel pour le moins décalé. Un acteur a été recruté pour une mise en scène inattendue. Le film sera diffusé notamment dans les salles de cinéma de la région, mais aussi au-delà, jusqu'à La Défense notamment, afin de faire découvrir les Yvelines et surtout de faire comprendre aux touristes et aux investisseurs que les activités ne manquent pas en dehors du mondialement reconnu château de Versailles. Une campagne d'affichage est aussi lancée simultanément. Vous pourrez les découvrir notamment sur les quais de la gare Montparnasse. Regardez en attendant l'extrait, le teaser de cette nouvelle campagne vidéo du département. Les Yvelines, ses musées, son patrimoine, son histoire. Ah oui, mais ce n'est pas que ça, les Yvelines. Regardez. C'est tout ça, les Yvelines.
Comment s'est déroulé le tournage justement? Et puis les explications sur cette nouvelle campagne promotionnelle, c'est au micro de nos confrères d'Yvelines Première. Vous savez, le département des Yvelines impacte l'ensemble des Yvelinois au quotidien dans ses compétences. Le matin, vous déposez vos enfants à la crèche, c'est une compétence du département des Yvelines. Vous les emmenez ensuite au collège, c'est une compétence du département des Yvelines. Ils déjeunent dans une cantine scolaire, c'est une compétence du département des Yvelines. L'après-midi, sur des structures sportives multifonctions, par exemple un synthétique, c'est le département des Yvelines, etc., etc., jusqu'au soir, où lorsque vous allez voir, par exemple, un de vos proches en résidence pour personnes âgées, c'est une compétence du conseil départemental des Yvelines. Alors nous avons voulu, dans un ton décalé, que l'on doit à Jean-Louis Barcelona, qui est un acteur que vous connaissez bien, donner un peu d'oxygénation et interpeller le public et le grand public. J'explore de fond en comble les Yvelines, je fais de la montgolfière, je fais plein de trucs et on découvre les Yvelines d'une manière complètement différente en fait. Je fais la montgolfière, j'ai eu très peur sur la montgolfière. J'ai fait de la boxe où je me suis pris un vrai nion sur l'œil droit. Et là, je dis, on va peut-être arrêter, sinon on ne va pas continuer le tournage. Après plusieurs mois d'appel à idées et de sélection, le verdict est tombé à Maurepas. Les habitants ont voté pour 10 projets du budget participatif mis en place par la ville. Ce sont 2 projets de rénovation qui arrivent en tête, le skatepark du Stade du Bois et l'aire de jeu du Bois de Nogent. Ces 2 aires vont être remises à neuf. Une enveloppe de 150 000 € était prévue. Le skatepark va donc recevoir 85 000 € pour un aménagement, des extensions, de nouveaux modules, de nouvelles rampes aussi sur un site plus sécurisé sont prévues. Et puis environ 50 000 € restants qui seront consacré à l'aire de jeu, installer une nouvelle clôture, renouveler les activités, cela fait partie du cahier des charges. Plus de 700 habitants ont pris part à ce budget participatif. C'est une première pour la commune et face au succès de cette première édition, la ville va renouveler certainement l'opération d'année en année. On écoute le maire Grégory Garestier. C'est un choix budgétaire et nous l'avons fléché au budget préventif 2016, donc une enveloppe de 150 000 € que nous allons reconduire tous les ans pour permettre justement aux Maurepaisiens de déposer des projets et ensuite de les soumettre au vote. Donc ça a très bien marché. Ça fait partie du dispositif de démocratie locale que j'ai souhaité mettre en place depuis que je suis élu, c'est-à-dire d'associer vraiment les Maurepaisiens à la décision. C'est sain, c'est positif et puis ça permet aussi à des Maurepaisiens de penser à des projets auxquels même les élus n'auraient pas pensé. Propos recueillis par Camille Lambert. L'ancien Premier ministre François Fillon était à Aubergenville dans les Yvelines mercredi soir, un meeting dans le cadre de sa candidature à la primaire de la droite et du centre. L'actuel député de Paris est 3e ou 4e homme de cette campagne, si l'on en croit les sondages. Mais il ne manque pas de soutien, et notamment dans le département. Gérard Larcher, le président du Sénat, sénateur de Rambouillet, était d'ailleurs présent pour l'accueillir. Son engagement est clair, écoutez-le. Je suis à tes côtés parce que je pense que tu es une chance pour notre pays, une chance pour redresser notre pays, parce que tu incarnes ce faire, et ce faire, tu l'as préparé. Tu l'as préparé par ton expérience, par ta réflexion, par les échanges que nous avons eus les uns et les autres. Tu es aussi un homme qui sait écouter, entendre, partager. Alors je vous le dis, pour moi, François Fillon incarne vraiment une espérance pour notre pays. Et je vais me battre à ses côtés de toutes mes forces, de tout mon engagement, et pas simplement du bout des lèvres, ou en suivant les évolutions des uns et des autres. Je suis avec François Fillon, je suis aussi pour que demain, nos familles politiques du centre et de la droite républicaine, que nous, gaullistes, nous offrions une nouvelle chance à notre pays. C'est aussi le choix de l'expérience, mais il y a un processus de primaire. Celui qui sortira des primaires le 27 novembre, je le soutiendrai. Autre soutien de François Fillon, la sénatrice Sophie Primas, secrétaire départementale du Parti Les Républicains. Elle a organisé la venue du candidat à Aubergenville, dont elle est d'ailleurs la maire. C'est en effet plus que jamais mon candidat parce que c'est un homme qui représente des valeurs qui sont très chères pour moi, pour la France. Il se met plutôt en retrait par rapport à ses convictions, ce qui je trouve est assez rare chez les hommes politiques. Et puis il a des valeurs d'autorité, des valeurs de liberté qui sont les valeurs que je partage pour l'avenir de notre pays. On lui reproche souvent d'être pas assez expansif, pas assez chaleureux quelquefois. En réalité, c'est quelqu'un qui est extrêmement chaleureux mais qui a beaucoup de réserve. Et en fait, je pense que ça peut trancher au contraire. C'est sa différenciation à lui, d'avoir ce comportement qui est toujours le sien, de ne pas renier ce qu'il est en réalité.
diversité et d'avoir un comportement qui soit un comportement qui n'oppose personne, qui n'attaque personne, qui ne condamne personne, mais qui est plutôt un comportement avec de vraies idées et de vraies motivations à défendre notre pays. Quant à François Fillon, il a notamment au cours de son discours abordé la question du terrorisme. François Fillon qui a tenu à affirmer que la France était en guerre, qu'il fallait renforcer les actions contre l'État islamique dans le cadre d'une coalition avec la Russie notamment ou encore l'Iran. On doit faire ça parce qu'il y a le feu. Et quand il y a un incendie, on ne se pose pas la question de savoir si on aime ses voisins, on éteint l'incendie. Et puis après on discute. Winston Churchill avait une formule après Munich. Quand les Européens avaient capitulé devant le nazisme et devant Hitler, il avait dit à la Chambre des communes, au Premier ministre britannique, il lui avait dit « Si Hitler avait envahi l'enfer, eh bien moi j'aurais trouvé des mots aimables pour le diable. » Eh bien le diable s'appelle peut-être Poutine, il s'appelle peut-être Bachar el-Assad. Il faut trouver des mots aimables pour conduire avec ces forces-là la guerre qui nous permettra d'éliminer l'État islamique. François Fillon a aussi parlé d'immigration. Il a souhaité la mise en place d'un quota annuel. Et puis un autre point abordé au cours d'un échange avec le public, c'est la question du mariage pour tous et même de l'avortement. Comment l'ancien Premier ministre a répondu à ces questions de société de la part des militants? Voici ses réponses. Dans mon livre, j'ai commis une erreur. Je vais la reconnaître devant vous. J'ai commis une erreur quand j'ai écrit que l'avortement était un droit fondamental. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un droit sur lequel personne ne reviendra. Donc ce n'est pas la peine. Je comprends, moi, philosophiquement et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement, mais je suis en même temps un responsable politique et je sais qu'il y a une immense majorité de Français qui n'accepteraient pas qu'on revienne sur cette décision. C'est ce que je voulais dire et je l'ai dit d'une façon qui est tout à fait maladroite. La deuxième chose que je veux dire, c'est que sur la question de la filiation et du mariage pour tous, je suis le seul candidat, enfin, le seul candidat qui, je vais vous paraître prétentieux, le seul candidat qui a une petite chance de devenir président de la République, qui n'a jamais changé de position sur la question du mariage pour tous. J'ai dit depuis le début que j'étais contre, j'ai voté contre, j'ai fait un discours à l'Assemblée que vous pouvez aller retrouver. J'ai dit aussi que si malheureusement ce texte passait, personne ne supprimerait, n'abrogerait le symbole du mariage homosexuel, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'amour entre personnes homosexuelles, et que la seule voie qui était réaliste, c'était celle de réécrire le droit de la filiation pour séparer, au fond, le mariage homosexuel du droit de la filiation, c'est-à-dire pour écrire dans le droit qu'un enfant a toujours, d'une manière ou d'une autre, un père et une mère. Et pour conclure sur ce discours, on retiendra également quelques remarques à l'encontre du gouvernement actuel. Un président de la République qui vous annonce, enfin dont le gouvernement vous annonce à 10 heures qu'une manifestation est interdite et à 13 heures qu'elle est autorisée, c'est un président de la République qui n'a aucune autorité. Son mandat a commencé avec Leonarda, qui était une terrible démonstration de faiblesse et d'humiliation pour la fonction et pour la France. Et ce mandat se termine, enfin presque, malheureusement pas encore tout à fait, avec Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que je reviens à Emmanuel Macron? Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le conseiller économique de François Hollande, celui qui a conçu sa politique économique, celle qui se met en place en ce moment, c'est son ministre de l'économie. Et c'est un monsieur qui actuellement marche dans la France en disant aux Français « La politique de François Hollande est nulle et il faut en changer ». Et François Hollande accepte ça sans sourciller. Que pensent les électeurs potentiels de François Fillon de cette intervention à Aubergenville au milieu de la semaine? Sont-ils convaincus de cette réunion publique? Voici quelques réactions. J'ai trouvé que c'était très clair, très précis, très net. Je trouve que c'est un homme posé et qui a bien exprimé ce qu'il voulait faire. Et vraiment, je vais voter pour lui, c'est sûr et certain. Il a une idée de la France que je partage. C'est quelqu'un qui revient, je pense, aux bonnes méthodes, à savoir
dépasser les 35 heures, revenir au contrat d'apprentissage pour 14 ans, et j'avais déjà travaillé là-dessus, et puis dépasser un petit peu toutes ces querelles et refaire monter la France correctement. Voilà pour ce déplacement de l'ancien Premier ministre. Et si vous n'avez pas entendu le candidat François Fillon répondre directement à nos questions, c'est tout simplement car il était impossible d'obtenir un entretien malgré nos demandes plus d'une fois répétées auprès de ses services. Autre sujet, le 30 juin débutera la 100e édition de l'Open de golf. C'est à Saint-Quentin en Yvelines, édition importante à moins de 2 ans de la Ryder Cup. Où en sont les préparatifs? Mickaël Elmidoro pour ce reportage. J-6 avant l'Open de France de golf, la compétition qui fêtera cette année sa 100e édition sera organisée pendant 4 jours sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Un parcours totalement remodelé cette année en vue de la Ryder Cup 2018. En coulisses, on peaufine les derniers réglages. Il y a encore forcément du travail. Après tous les travaux qu'on a fait, il ne faut pas oublier que l'Albatros a été fermé pendant 9 mois. C'est une grosse période de temps. On a fait 125 km de tranchées pour bien drainer le parcours. Et forcément, de ces 125 km de parcours, il y a encore des stigmes. Il y a encore du travail à faire. Il nous reste, mais on est très près. On est très près. Une quarantaine de jardiniers et des centaines de personnes sont mobilisées dans la logistique pour préparer cet événement. Un travail rendu difficile avec les conditions climatiques de ces dernières semaines. On a eu le mois de juin le plus pluvieux de les dernières 150 ans. Et c'est vrai que même avec tous les travaux qu'on a fait, tout ce qu'on a investi dans le parcours, il peut plus. On voit les lacs, on est collapsé d'eau. Même la morale des jardiniers, on est vraiment... on a envie du soleil. Selon les météorologues du Golfe National, le soleil devrait être de la partie pour l'Open, de quoi ravir les 55 000 à 60 000 spectateurs qui seront présents sur les 4 jours de compétition. Depuis le début du mois, la fromagerie de Ludovic Bizot est officiellement une ambassade de la gourmandise. Il a été élu meilleur ouvrier de France en 2015. Ce fromager de Rambouillet accumule les distinctions. Son nouveau titre a été décerné par l'Académie nationale de gourmandise Manon Labatte. Le fromage, un produit qui a du sens depuis la nuit des temps pour Ludovic Bizot. La boutique de ce meilleur ouvrier de France, située à Rambouillet, est l'un des premiers de l'Hexagone à avoir sur sa devanture une plaque d'ambassade de la gourmandise. Oui, j'ai triplé mes prix immédiatement et j'ai installé un service de voiturier pour les Rolls qui viennent. Oui, tout à fait. Le fromager affineur allie qualité et humour dans son commerce. Il est notamment à l'initiative d'un tournoi baptisé Roland Clacos. Cette nouvelle distinction lui a été décernée par l'Académie nationale de gourmandise, qui compte dans ses rangs David Douillet ou encore le prince Guillaume d'Autriche. C'est pas une opération mercantile, pas du tout. C'est un titre un peu honorifique qui a un écho médiatique, qui rend mes clients ici à Rambouillet très fiers, et moi aussi, donc c'est chouette. Ludovic Bizot s'envole aujourd'hui à New York pour la Ligue des fromagers extraordinaires pour permettre à notre patrimoine gastronomique de traverser les frontières. Comme chaque vendredi dans ce journal, nous passons maintenant à l'essentiel de la semaine. Que faut-il retenir? Voici ce montage. En cas de Brexit, les conséquences peuvent être importantes pour les Britanniques vivant en France, notamment concernant la situation administrative. Est-ce qu'on va revenir à la carte de séjour? Bon, ça, c'est pas très grave, mais si on va encore plus loin que ça, peut-être il y a des questions, est-ce qu'on peut rester ou pas? Voilà. Comme la famille Watson, de nombreux Britanniques vivant en France espèrent le maintien du Royaume-Uni. Appliquer une taxe valse, c'est la mesure proposée par Valérie Pécresse pour financer le pass Navigo au tarif unique mis en place par son prédécesseur. Selon la présidente de la région Île-de-France, le coût du forfait mensuel s'élèverait à 450 millions d'euros chaque année pour le STIF. 150 millions d'euros seraient remboursés par l'augmentation d'une taxe payée par les employeurs. Le reste n'aurait pour le moment pas de plan de financement. Une vingtaine de mesures pour défendre l'esprit d'entreprise et favoriser la croissance, c'est la proposition de Génération Entreprises Entrepreneurs Associés. L'association a rédigé un livre blanc qu'elle a remis le 22 juin à Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains. Un ouvrage élaboré à partir de discussions entre entrepreneurs et figures politiques. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment en France très bien, qui parlent très bien, mais qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les réalités de l'économie mondialisée
Là, c'est vraiment, Génération de Russes, c'est des gens qui comprennent, qui viennent de la mondialisation, qui aiment la France, qui aiment l'entreprise française. Et c'est la délivrance pour les lycéens de terminale. Le bac s'est enfin terminé, au moins jusqu'au résultat, avec peut-être les rattrapages. Les dernières épreuves se sont déroulées aujourd'hui avec les mathématiques pour les filières ES et les L. Les scientifiques, eux, ont passé les épreuves de biologie, mais le répit sera de courte durée. Les futurs bacheliers doivent attendre le 5 juillet pour connaître le verdict. Plus moderne, mais aussi plus accessible, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines se renouvelle. Elle a mis en place de nouveaux dispositifs, dont un outil multilingue. Les usagers malentendants ou ne parlant pas français ont accès aux questions les plus souvent posées dans leur langue, une première en France. Dès septembre prochain, cette classe accueillera 7 nouveaux élèves. Des petits Yvelinois âgés de 3 ans et atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement. Cette unité d'enseignement maternel autisme appelée UEM est une première dans le département. Une enseignante spécialisée et expérimentée s'occupera de cette classe. J'attends cette ouverture depuis très très longtemps. Effectivement, l'autisme, c'est un handicap qui a été très peu reconnu ces dernières années. Il y a des assurances qui prendront certaines choses en charge, l'État va nous aider aussi, on l'espère. Mais on a besoin aussi d'avoir un soutien rapide, un petit peu de nos amis, qu'on nous montre un petit peu de la solidarité pour le lieu et un amour de cette maison laissée par Aragon et Elsa Triolet. Et donc tout coup de pouce vraiment est le bienvenu en ce moment. Derrière ces grilles de plusieurs mètres de haut, situées chemin de Béjuet à Louvciennes, se cache la maison la plus chère du monde. Bâtie sur le modèle du château de Vaux-le-Vicomte, la demeure privée construite en 2011 a été vendue 275 millions d'euros. L'acheteur bénéficie de 23 hectares de terrain et d'un château moderne de 5000 mètres carrés équipé d'une salle de cinéma de mobilier du XVIIe siècle et de plusieurs piscines. Les ventes privées et le e-commerce défavorisent parfois les soldes, mais au Chénet, pas d'inquiétude. Les 180 enseignes du centre sont confiantes. Les soldes restent un rendez-vous incontournable. Comme le premier semestre a été un petit peu compliqué en raison effectivement d'un climat social chargé, d'une météo qui a été assez peu clémente, forcément il y a du stock, il y a une envie de vendre, de faire de la place pour la nouvelle collection et les clients aussi ont envie de s'équiper avant de partir en vacances. Donc il y a un enthousiasme et une envie partagée. Au retour des vestiaires, les Bleus perdent la main sur le match. L'impatience règne dans la salle jusqu'à la rentrée de Dimitri Payet et sa reprise de volée à la 77e minute sur la transversale qui réveille le public. Score final 0-0. Les réactions après la rencontre sont mitigées entre espoir et déception. On est content, on poursuit l'aventure avec eux, puis en plus, alors formidable de jouer contre la France. Donc on est bien sûr convaincu qu'on entendra beaucoup parler de ce match. Cet enjeu-là pour nous, et puis le fait que, on va dire, c'est aussi une petite revanche de 2010, donc de France-Irlande, je pense que ça va ressortir de la presse. Donc c'est sympa, donc c'est vraiment un très beau match qui, à mon sens, est très ouvert. Mise en place en France en 1983, la fête de la musique continue de faire vibrer. Cette année encore, 120 pays l'ont célébrée. Et l'actualité de cette semaine, c'est aussi la loi travail, toujours contestée dans la rue, débattue au Sénat, un climat particulier pour son président, Gérard Larcher. Et de gouverner, c'est ce qu'attendent les Français. Ils attendent un gouvernement qui fixe un cap. Et nous voyons bien que c'est ce qu'attendent les Français pour les temps qui viennent. C'est le débat que nous allons avoir pour l'élection présidentielle. Quel projet, mais aussi quelle manière d'être gouverné. En fait, ce quinquennat se termine dans une forme de palinodie que ce dossier sur la manifestation illustre. Moi, j'ai rencontré tous les partenaires sociaux. Ils doivent respecter les règles de la République. S'ils ne les respectent pas, c'est à l'exécutif de décider si une manifestation peut se tenir ou non pour des intérêts d'ordre public. Mais en même temps, ce gouvernement a raté complètement le temps du dialogue social. Pour terminer ce journal, quelques-uns des sujets que nous développerons à partir de lundi. La course au logement pour les étudiants afin de les aider dans leur recherche. Un forum est proposé dès demain samedi à Saint-Quentin en Yvelines, dans la toute nouvelle maison de l'étudiant du campus de Saint-Quentin en Yvelines. C'est sur la commune de Guyancourt à partir de 10h. L'Euro 2016 se poursuit. Les Bleus en 8e de finale ce week-end. On l'espère, une compétition qui va se poursuivre pour eux. Nous ferons régulièrement le point sur l'ambiance dans les Yvelines et notamment
du côté de Versailles où l'Irlande est installée. Nous verrons si l'engouement du public va se poursuivre autour des équipes nationales. Un dernier mot concernant la programmation de nos confrères de Radio Sensation. Nicolas Kirillovitz reçoit dimanche à 18h Jean-Frédéric Poisson, député de Rambouillet, candidat à la primaire à droite. Voici un extrait de cette interview concernant la prochaine présidentielle et la primaire de la droite et du centre. Vous dites qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une élection à quatre tours. C'est une élection à 4 tours. Et qui risque d'user le candidat et puis aussi lasser éventuellement les gens. Certainement. C'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir avec la candidature d'Alain Juppé, qui commence à décrocher parce qu'il est en campagne depuis très longtemps. De mon point de vue, beaucoup trop longtemps, mais ce n'est pas moi qui fais sa stratégie, ça c'est la sienne. Et je pense qu'en tout cas, la primaire, elle installera un candidat qui sortira des urnes de ces 2 tours de scrutin, bien sûr, le 27 novembre prochain. Je ne pense pas qu'elle réglera à elle seule le problème du leadership ou de la désignation du chef, qui est le problème que nous avons à droite. Vous avez répondu à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez les candidats qui vont se présenter capables de se réunir le soir du 27 novembre derrière un candidat, même si vous vous y engagez selon... C'est indispensable. Mais vous y croyez ? C'est pas d'y croire, c'est de le faire. Et loisirs avec le 7-8 week-end préparé et présenté par Mélanie Poquet. Rendez-vous lundi à partir de 18h en direct pour le journal avec Florane Parfait, 19h pour la première rediffusion. D'ici là, vous pouvez aussi nous suivre et commenter nos programmes sur les réseaux sociaux. Très bon week-end.